que des Belges dans le portrait que vous nous proposez ce soir pour Télétourisme. Il y a aussi des gens qui portent des noms extraordinaires. Un certain Surcouf, je crois. Oui, ça c'est aussi une des richesses de la Réunion. On a vu la montagne. On va maintenant aller sous l'eau à la rencontre d'un chasseur de trésors. Comme sa voisine l'île Maurice, la Réunion était une escale très courue sur la route des Indes. Mais la barrière de corail a souvent joué de vilains tours aux bateaux qui s'approchaient des terres et nombreux sont les naufrages qui eurent lieu dans ces eaux cristallines. Une aubaine pour notre plongeur, chercheur d'or, Éric Surcouf. Son nom devrait vous dire quelque chose. Je suis l'arrière petit-neveu de Robert Surcouf, qui était le roi des corsaires de Saint-Malo. Et donc j'ai hérité effectivement cet amour de la mer et de l'histoire de mon arrière-arrière-grand-oncle. Et c'est pour ça que nous sommes ici devant la mer, chez moi, devant l'océan Indien, qui est maintenant ma nouvelle patrie. Ma vocation, c'est de rechercher surtout des navires portugais, des carracks portugaises du XVIe siècle, et puis des navires hollandais, anglais, français, danois, disons, de la période du XVIIe et XVIIIe siècle, donc des fameuses grandes compagnies des Indes orientales. Il en reste beaucoup ici, sur la route des Indes. Alors c'est vrai que si on fait les calculs, on arrive à un chiffre d'environ peut-être 1500 navires dans cette zone sur lesquels effectivement après on fait une sélection. Et dans mon opération, l'opération Phoenix, je suis arrivé à une sélection de 35 navires. 35 navires dont il faudra patiemment retrouver la trace. Un véritable travail de fourmi qui mènera le chercheur du port de Lisbonne à la Bibliothèque nationale de Paris en passant par les archives des Indes, à Séville. C'est une enquête, c'est un petit peu, je dirais, le travail de Sherlock Holmes, essayer de traquer la piste d'un navire, etc., de recouper tous les témoignages, les procès-verbaux, les récits des rescapés, retrouver les inventaires des cargaisons, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Et c'est vrai que demander des permis à des pays, ces permis se donnent au compte-gouttes et demandent quelquefois des années, c'est fastidieux, mais ça fait partie, je dirais, et ça limite aussi un petit peu, je dirais, le nombre de ces opérations et des gens qui croient que rechercher des épaves, c'est facile. Il n'y a qu'à avoir un beau bateau, de belles bouteilles et du matériel adéquat, se trompent. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent des groupes qui se créent et qui meurent pratiquement tous les années. L'archéologie sous-marine, c'est une affaire de pros qui laisse peu de place à l'impro. Enquête en archives, recherche de partenaires, repérage précis, un imposant travail de préparation avant de se jeter à l'eau. De toute façon, le temps perdu sur terre ou dans les airs sera souvent du temps gagné en mer. Lorsque vous arrivez effectivement sur le terrain, proprement dit, vous avez, avec votre permis en poche, vous commencez donc la campagne de localisation. Donc là, vous employez des appareils comme le magnétomètre qui vous permet de détecter, par exemple, dans une zone où il n'y a rien de spécial, un amas de canons, d'encre, de chaînes d'encre éventuelles, de clous, de boulets de canon. Alors, attends, ce que tu as vu alors? Ben, j'ai vu des paires de ballast. Ouais. C'est irréfutable, c'est la trace du bateau. Hein. Ah. Donc tu penses que le bateau s'est craché ici, c'est Il a dû se indéniable. cracher dans les rochers et j'ai aperçu quelques canons. Là, ce que René vient de découvrir, le lest du navire, c'est-à-dire les pierres qui étaient en fait à fond de cale, c'est la preuve tangible que le navire s'est ouvert, disons, à ce moment, à cet endroit-là. Une fois qu'on a identifié notre épave, on commence véritablement le chantier de fouille, c'est-à-dire on délimite le périmètre maximum donc des vestiges, de l'éparpillement des vestiges, et puis ensuite on dresse ce qu'on appelle un carroyage, qui est un quadrillage donc, de l'épave, et on étudie ensuite carré par carré. Ce sont des carrés qui font entre 2 mètres et 5 mètres à peu près. Et là, on détecte avec des détecteurs à main. Ces petits détecteurs à main nous permettent donc de pouvoir, dans un carré, délimiter tous les objets qui ont une présence métallique. Donc on arrive comme cela, si vous voulez, en photographiant ces objets, en les dessinant, en les répertoriant, en les replaçant sur un plan, à reconstituer, si vous voulez, pratiquement toute cette épave
qui, contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent les jeunes s'imaginent, et les moins jeunes, s'imaginent que par exemple une épave, c'est un peu comme Tintin découvrant le trésor de la licorne dans Tintin et le trésor de Rackham le Rouge, et qu'il y a encore une grande partie de la coque intacte, et quelquefois même un squelette, disons, qui tient la barre. Vous voyez, c'est le coffre avec la pieuvre. Bon, et malheureusement, ces clichés, ça n'est pas la réalité. La réalité, elle est différente, elle est aussi merveilleuse, mais ça n'est pas la réalité. La réalité d'Éric Surcouf, c'est un véritable chantier archéologique sous-marin, où patiemment, le moindre centimètre carré sera passé au peigne fin. Chaque petite découverte sera un plaisir, une victoire pour l'équipe de recherche. Le chantier s'apparente un peu, je dirais, à un chantier archéologique terrestre, sauf que les conditions sont beaucoup plus difficiles, puisque nous ne sommes pas dans notre milieu, nous sommes dans un milieu hostile, même quelquefois, et donc on est obligé d'employer des marteaux-piqueurs, soit des marteaux-piqueurs, soit des pistolets marteaux-piqueurs pour dégager la gangue corallienne qui souvent, par exemple, entoure les canons. Nous sommes obligés d'employer bien sûr des marteaux, des burins, tout un attirail, je dirais, assez complet pour pouvoir ressortir ces vestiges qui sont quelquefois là depuis plusieurs siècles. Et quand ces vestiges pèsent 2 ou 3 centaines de kilos, il faut alors utiliser la technique du parachute et des ballons de levage, ballons que l'on gonfle avec l'air des bouteilles de plongée. Une technique simple qui a fait ses preuves. Plus l'air remonte à la surface, plus son volume augmente. Pour éviter les explosions, il y a une valve de surpression, mais il arrive que cette valve ne fonctionne pas. Ce fut le cas lors de la remontée de ce canon. Regardez ces images étonnantes, au ralenti car ça s'est passé très vite. Le canon va retomber à quelques centimètres de notre caméraman. Plus de peur que de mal, heureusement. Après avoir récupéré le trésor, il faut très vite le traiter, dès sa sortie de l'eau. Il est, je dirais, maintenant plus pensable de sortir, par exemple, un canon de la mer sans avoir prévu son bac de traitement d'électrolyse, parce que vous voyez souvent des vieux canons ou des ancres, vous savez, qui sont sur des jetées que des gens ont sortis de la mer et ont laissé là, et qui partent, on appelle ça en millefeuille. Et c'est dommage, disons, de laisser perdre pour l'humanité, si vous voulez, un patrimoine comme ça, parce que justement par négligence ou par, je dirais, méconnaissance de ces techniques qui sont maintenant des techniques, je dirais, tellement évidentes. Sinon, c'est un métier de rêve? Oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfance que j'ai réalisé maintenant, mais c'est surtout une passion, c'est surtout, disons, ce mariage entre l'histoire et la mer, et ayant vécu pendant toute mon enfance, vous voulez, parmi ces histoires fantastiques de corsaires et de Compagnie des Indes, et pouvoir aujourd'hui effectivement toucher ces vestiges, c'est pour moi mon plus grand rêve. Danse la Sega et casse pas le bol, comme on dit en créole. Éric Surcouf a fait sienne la parole du poète. La vie est un bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécu comme il l'aurait voulu.